Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouveau débriefing. Ce débriefing évolue à la fois instant d'opinion et de confession. Nous allons en clair faire connaissance avec un homme qui est devenu orphelin à 8 ans, mais qui a réussi à bâtir un empire et une renommée. Nous sommes à Lubumbashi avec Christian Baraka Mugeni, président de l'ASBL Marie des Veuves. Et sur ces visuels, il est écrit porteur du projet. Il va nous dire tout à l'heure pourquoi il insiste sur porteur du projet. Homme d'affaires très connu donc ici dans le Grand Katanga. Il est dans l'immobilier et dans les mines. Il s'essaye de temps en temps en politique. Il a été aux élections de 2018 et de 2023. Et dans les milieux du football, on lui connaît un soutien inconditionnel au FC Lupopo. Monsieur Christian Baraka Mugeni, merci beaucoup d'être dans cette émission. Alors, première question, qu'est-ce qui n'a pas été relevé dans cette brève présentation et que vous aimeriez qu'on souligne davantage? J'aime beaucoup Lupopo. J'aime beaucoup Lupopo. Et puis en 2023, je n'ai pas postulé. J'ai accompagné un ami. Le président. Candidat sénateur? Non. Candidat sénateur? Non, même pas. Voilà. 2023, je me suis reposé. Sur le site de la CENI, il y a votre nom, à moins que je me trompe. Bon, on m'a proposé de le faire, mais je n'étais pas pour. J'avais dit c'est 2023, je me reposais. Ok. Et entre Lupopo et vous, c'est une longue histoire d'amour. Ouais, moi je suis un camaramba. Pour ceux qui connaissent là, ils comprennent déjà que Lupopo est dans les sangs. Je suis Lupopo. Et vous avez tenté de prendre la tête du club entre 2017 et 2018. Ça n'avait pas marché. C'était une grosse déception? Un peu, mais pas vraiment, parce que à la fin, les gens, des personnes qui m'ont remplacé, après, c'était des gens avec qui je m'entendais, comme Beveradji. C'était bon. Moi, je me disais, au fait, les soucis, c'est mon équipe. Je voulais le prendre, mais avec quelqu'un qui voulait aussi vraiment le prendre, qui tenait, selon son explication, Baraka, laisse-moi jouer, je veux. Pour le bien de mon équipe, j'ai fait comme la femme de la Bible, que l'enfant vive. C'est bien dit. En 2018, c'était sur la liste AFDC, pardon. Oui. Et vous êtes toujours de l'AFDC ou pas? Non, non, je n'ai pas de parti politique pour le moment. Je vais m'annoncer après. Mais en 2018, c'est vrai, j'ai travaillé à AFDC avec le professeur Bati, qui est mon coach. Alors pour le moment, je suis resté d'abord calme, j'observe. C'est pour ça même que je n'ai pas postulé en 2023. J'ai eu le temps de reculer un peu, réfléchir sur la politique. Et puis 2028, c'est sûr, je serai là. Qu'est-ce qui vous a fait partir de l'AFDC? Bonne question, madame. AFDC. J'ai beaucoup aimé la FDC. J'ai beaucoup aimé mon autorité morale, Bati. Mais j'ai voulu juste me reposer un peu, réfléchir sur quoi je dois faire politiquement. Parce que parfois, tu veux toujours adhérer dans un parti politique et pourtant tu as aussi des capacités d'en avoir. Alors j'ai réfléchi un peu et puis je vais voir en 2028. D'ici 2028, vous créerez votre propre parti? Ben, j'ai réfléchi encore. Peut-être que je peux rester encore à FDC ou je peux choisir un parti politique ou je peux finir avec mes documents pour mon parti politique. Mais j'ai réfléchi encore, je suis entre les deux. Parti de l'FDC pour n'avoir pas été nommé ministre? Non? Non, ce que je sais, bon, j'en avais même parlé à l'époque avec les gouverneurs, les professeurs Bati avaient la volonté de me nommer. Parce qu'après, il y a toujours des consultations qui se font après. Les gouverneurs, Jacques Kaboula m'avait appelé, à l'époque je me rappelle. Il m'avait consulté, on a parlé que la nomination va venir. Mais après, comme il y avait des quotas, ça a compliqué. Et puis on s'est dit, on avait normalement 2 places. Et puis des quotas, PPRD et autres, on nous a réduit à 1 place. Alors j'ai dit, bon, Sambi pouvait partir. C'est comme ça que le ministre Sambi est parti. Et ça vous a frustré? Comme tout politicien normal, ça frustre un peu, mais après, c'est ça que j'ai dit, la politique sans une base au préalable, c'est pas bien. Moi, je suis un homme d'affaires, j'ai déjà mes petites entreprises, je tourne. Donc, quand on m'a dit ça,
Ça a frustré, mais j'ai continué à travailler. Vous êtes dans l'immobilier, dans les mines, dans la sous-traitance. Pourquoi vous voulez devenir ministre ou député puisque vous êtes présenté aux élections en 2018 sous les labels AFTC? Pourquoi vous voulez entrer en politique en fait? En fait, je suis entré en politique pour soutenir mes veuves. Pourquoi, madame? Parce que j'ai commencé mon ONG Marie des Veuves, ça fait un bout de temps, mais tout ce que les veuves réclamaient chez moi, je n'avais pas la solution à leur donner parce que ces choses-là, ça se réclame aussi à l'Assemblée nationale ou provinciale. Des décisions qui sont prises là-bas, moi, je ne pouvais pas participer pour mes veuves. Alors, c'est comme ça que je suis entré en politique. Au fait, moi, en politique, je suis entré pour mes veuves. Par exemple, un militaire à l'Est, il va mourir pour les drapeaux du Congo. Sa femme reste ici en train de vendre des cacahuètes au coin de la rue. C'est Marché Pilate qui vient pour shooter toutes ces histoires. Elle va aller pleurer chez qui? Chez Marie des Veuves. Et moi, en tant que mari de veuve, même quand je passe à la télé, je parle. Qui m'entend? Je ne suis pas député, je ne suis pas. Même si j'ai le moyen, je ne peux pas le faire. Voilà pourquoi moi, en tout cas, je suis entré en politique. J'ai choisi d'être député pour défendre mes veuves. Et je les défendrai toujours. Alors, on soupçonne que ces rapprochements, c'est juste des soupçons, hein, ces rapprochements ou ces alliances politiques sont plus motivés par la protection de vos intérêts économiques. Non, 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 non. Quand tu as bien gagné ta vie, tu n'auras peur de rien. C'est par contre quelqu'un qui a été peut-être nommé. Moi, je n'ai jamais été nommé. C'est quelqu'un qui a été nommé, qui a fait son argent en tant que nommé. Et que tu cherches si je peux me cacher dans un parti politique, que j'entre en politique pour que mes histoires ne soient pas touchées. Mais bon, moi, c'est Dieu qui me bénit, c'est Dieu qui fait ces histoires. J'ai commencé à soutenir mes veuves, même quand j'avais rien. Dieu m'a béni à cause de la prière de ces veuves-là. Maintenant, certaines choses que je dois défendre pour les veuves, je ne sais pas les défendre parce que ça se prend, ce sont des décisions qui se prennent politiquement. Alors, comme c'est moi l'air président, j'entre en politique. Alors, cette émission, nous sommes à Lubumbashi, où tout le monde vous connaît. Comment est-ce que vous avez fait pour être si connu, si populaire? Bon, j'ai commencé d'abord par l'église Viens-Voix. J'ai chanté à Viens-Voix. Déjà, j'ai chanté à Viens-Voix. Depuis 14 ans, j'ai chanté, j'ai joué à la batterie. J'étais déjà populaire là-bas. Et puis, j'ai eu la vision de faire l'ONG Marie des Veuves. Avec mes veuves là, c'est monté encore. Et puis, je suis bien avec les gens. Je me bats pour être en paix avec les gens. Alors, il y a ceux qui vous aiment. Il y a aussi ceux qui vous aiment moins, qui vous détestent. Vous les comprenez ou pas? Oui, je comprends. Quand tu vas exceller sans que la personne qui est à côté de toi ne sache ce que toi tu fais pour exceller, il y aura un choix. Ou il t'aime, ou il te déteste. Mais quand le secret, c'est Dieu qui bénit. Détester, aimer, on avance. On va revenir à l'ASBL Marie des Veuves. Comment est née l'ASBL Marie des Veuves? Waouh! Il faut me rassurer, vous n'allez pas pleurer. Je vais tenter. J'ai des mouchoirs dans ma poche. Et quand? Ça va faire 15 ans que Marie des Veuves existe. Mais Marie des Veuves, c'est comme je l'ai dit toujours, c'est une histoire d'amour. Marie des Veuves s'appelle Christian Baraka. Marie des Veuves s'appelle La vie des Baraka. J'avais le parent, comme tout le monde, à mes 8 ans. Je reviens, j'apprends que j'ai pris un père. Je vois les gens en train de pleurer. C'est quoi l'histoire? Ton père est mort. Mais à 8 ans, je ne sais pas comprendre. Il est mort, ça signifie quoi? Bon, je suis là, ma maman était là en train de pleurer. Maman aussi pleure en public comme ça. Bon, reste normal. Après, je reste avec maman. Comme je l'ai dit toujours, j'ai pris ma maman, je l'ai mis dans mon papa, j'ai fabriqué un maman-papa. Alors moi, surtout que nous, papa, on quitte les matins, on part travailler, on rentre le soir, on passe tout le temps avec les mamans à la maison. La planche de mon papa ne m'avait pas vraiment bougé. Okay, c'était une mort brusque, il était malade ou c'était un accident de circulation? Il était malade. Ah, d'accord. Alors ça n'a pas beaucoup bougé déjà, mais 8 ans, c'était tôt pour moi. Et ma maman était toujours là pour moi. Et puis, on a chuté comme ça. Ma maman a commencé à vendre, comme on le dit chez nous en Swahili, ici, Minjinankalanga, au coin de la rue, pour me payer les minervales. Et chaque fois, je me disais, les jours que je serai quelqu'un, je vais soutenir ma maman. Je me rappelle un jour,
il y a des gardes civils qui faisaient leur marché pirate. Ils ont trouvé ma maman en train de faire ses minji en kalanga sur le brasero. Ils ont shooté ça. Elle était habillée comme vous. Et puis les macalas ont sauté, ça entrait dans ses habits. Alors moi là, vers 8-9, je voyais comment ma maman s'est brûlée. Et elle faisait ça pour que moi je vive. C'était pas... J'avais cet âge-là, mais c'était pas facile pour moi. Les vieux là, c'était des costauds. Moi j'étais petit, je pouvais le faire quoi. Et ma maman commençait à enlever ses habits en route comme ça parce qu'elle s'est brûlée. Alors je suis resté avec ça dans la tête. J'ai dit, mon Dieu, les jours que je serai quelqu'un, cette femme doit se reposer. Je me rappelle, elle avait des cicatrices ici, de ses brûlures. Et malgré tout ça, elle allait, pour les gens qui vivent Lumbashi, elle allait à Luo, chez là-bas, à Kamasa, c'était périodique. Période de maïs, période de mangue. Elle allait là-bas pour chercher des mangues, pour vendre au coin de la gare encore pour que j'aille à l'école. Alors un jour, elle me dit, tu vas m'amener cueillir des mangues. Je pars avec elle. C'est elle-même qui monte sur le manguier pour cueillir, moi je ramasse. Alors à un certain moment, je sens quelque chose qui tombe. Je crois que c'est quelle mangue là qui tombe. C'est ma maman qui est tombée de là. Avec ces brûlures là, elle est tombée quand même là parce que moi je dis voilà à l'école. C'était pas facile pour moi. Une enfance difficile. C'est difficile. Alors c'est comme ça que un jour elle aussi va tomber malade, comme si ça ne suffisait pas. On la met à l'hôpital, après un temps, on m'informe que ta mère est morte. Et là j'avais 10 ans. Et c'est quand elle est morte à 10 ans que je me suis dit, eh, voilà, la vie est là maintenant en face de moi. Je peux le dire aujourd'hui, depuis mes 10 ans, je me suis porté seul jusqu'à aujourd'hui. Comment vous avez fait? J'ai vendu les sachets. J'ai commencé à vendre les sachets pour ceux qui connaissent le marché Lusonga à l'époque, avant que Mouzé ne puisse entrer. C'est Mouzé, marché Mouzé aujourd'hui, mais à l'époque c'était marché Lusonga. J'ai vendu les sachets et la personne qui payait ses vivres au marché, j'ai tenu les sachets jusque chez lui à la maison. Il me payait pour les sachets et pour la course. Et moi, je rentrais à l'école les après-midi. Voilà. Vous n'avez pas été recueilli à l'époque par une tante, un oncle, un orphelinat? Non. Parfois, Dieu fait certaines choses pour que la gloire lui revienne. J'avais une famille aujourd'hui, ma famille qui est là toujours, je l'avais toujours. Mais Dieu permet que les cœurs soient endurcis pour que quand toi tu seras ce que tu es aujourd'hui, que personne se dise c'est moi Baraka là-bas. Moi dans ma famille, personne ne va dire ça. Je suis désolé pour ma famille, mais c'est ça. Personne ne va le dire. C'est Dieu qui va dire Baraka c'est moi. Mais je crois qu'ils avaient la volonté de le faire. Mais le Seigneur, quand il veut faire sa course avec quelqu'un, c'est lui qui gagne. Comment vous avez commencé à bâtir ces entreprises petit à petit, pas à pas? Ça a commencé par quoi? Ça a commencé par un rêve et une décision. Voilà. Moi, j'étais déterminé. J'ai un ami qui est juste ici. Je mets des grandes choses dans la pauvreté. Et mon ami là me disait, mais comment tu fais tes histoires là? J'ai loué une petite maison, à l'époque je faisais les taxis. J'ai loué une petite maison de 2 chambres, mais j'avais un policier à la maison comme garde, j'avais 2 femmes de ménage, j'avais un jardinier. Mon ami, il sait de quoi je parle. Et chaque fois qu'il partait le soir, je lui disais, toi un jour tu vas partir, tu vas me réveiller le matin, tu reviens, moi je suis devenu millionnaire. Il dit, ah mon cher, tout le Touboucari était tout coulé. On mangeait dans une grande parcelle comme ça, sous l'arbre, la mantembo et tout, on va manger, il part, moi je reste. Je croyais en Dieu, je me faisais trop confiance. Et je continue à me faire confiance. Alors, j'ai dit au début de cette émission que c'était à la fois confession sur votre parcours inspirant et aussi opinion sur l'actualité. On va aborder des questions d'actualité. Alors, ceux qui nous suivent ont peut-être l'intention ou envie de savoir comment vous êtes parti de rien à ce que vous êtes aujourd'hui. Ou c'est tabou? Non, c'est pas tabou. J'ai commencé déjà à l'expliquer. La confiance en soi, la détermination peut déterminer ce que tu peux devenir demain. C'est pas être orphelin là qui fasse que je sois Koulouna ou que je sois Chégué, non. Autre orphelin, oui, mais qu'est-ce que j'ai dans ma tête? J'ai venu, Dieu, maman m'avait laissé Jésus. C'est déjà une bonne base pour moi. Ouais, j'avais Jésus depuis mon enfance. Et d'ailleurs, quand elle est morte, quand voilà, j'ai manqué au dormir, je dormais à l'église.
Donc j'avais la permanence de rester dans la présence de Dieu à l'époque. Et puis, j'étais déterminé à travailler. Je me rappelle, on m'a donné l'information par un ami qui s'appelle Jean-Paul, parce que mon nom c'est Baraka, un nom swahili. Maman c'était une Kassaïenne, mon papa est un swahili. Alors, Jean-Paul m'a dit, mais toi tu es un swahili, avec le pouvoir en place, ils peuvent te donner des marchés. Je dis, quel marché? Quand Jean-Paul me dit ça, j'étais chauffeur à la DGRAD. On me payait, je me rappelle à la DGRAD, on me payait 120 000 francs, quelque chose comme ça. Je me suis fâché, j'ai arrêté. Un ami, Vincent Pongo, m'appelle, me dit, viens travailler à Iveco. Je ne vais pas chez Iveco. Vincent augmente, il commence à me payer 500 $. Mais je faisais des missions, Kolwezi, Likasi, je faisais une mission là de 70 $. Je suis pas allé au Kolwezi, j'ai fait 3 jours, 4 jours, quand je rentre, on me paye 70 $. Et j'étais bien, j'étais patron à mon époque, avec mon 70 $. Mais ma tête me disait, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mon esprit me disait, ici tu es à l'école, tu dois gérer tes entreprises. Et un jour, mon ami là-bas me dit, tu es Moussouali, tu peux entrer par là. Il y a un remblai qui existe. Les mines que moi j'ai fait, je n'ai pas étudié. Tout c'est Dieu qui m'a appris. Je n'ai pas étudié les mines. Alors, c'est comme ça que il m'a dit, là, les remblais là, je ne connaissais pas les remblais. Moi, les remblais, je vois une montagne, mais papa, la montagne là, ça remblai. C'est ça qui fait l'argent. Si tu arrives à gagner ces marchés à la Jicamine, tu vas avoir des millions. Il dit, oh, qu'est-ce qu'il faut? Il faut écrire une lettre à la Jicamine. Je suis rentré, j'ai dit à mon ami Vincent, qui était le DG. Moi, je suis son ami. Il me dit, ah Christian, cette histoire des rêves là, moi, j'aime pas. Il dit, Vincent, aide-moi avec ton administration qui m'aide à faire un document. C'est comme ça que j'ai fait les documents à Jicamine. La Jicamine me dit, tu dois payer 1 500 000 $. Je n'ai jamais touché 10 000. Je n'ai jamais touché 5 000. La Jicamine me parle d'1 million. Je viens chez mon ami Vincent, je dis, Vincent, on va demander 1 million. Vincent me dit, je t'avais dit quoi? C'est des histoires, ces histoires-là. Je rentre avec mon préambule du contrat à la maison. Dans tout ce que nous faisons, la détermination, la confiance de soi est très important et la croyance en Jésus. Moi, j'avais mon document, j'ai photocopié ça, j'ai mis sous le tapis que mon pasteur piétine souvent. Mais le pasteur lui-même ne savait pas qu'il y avait un papier en bas. Mais moi, quand j'avais mon contrat là en bas, je dis, Seigneur, je dois payer cet argent, je ne sais pas où je vais sortir ça. Un jour à 23 h, pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'ai reçu un appel d'un ami qui m'avait informé qu'il y a un remblai là-bas. Il était envoyé, j'y rentre avec un Chinois. Non, on nous a dit que c'est toi qui as les contrats. Et là, Jérémie, il m'est resté 4 jours pour mes contrats puissent tomber. Alors le gars vient, il arrive d'abord chez moi, il dit, ah, ici on se sent en insécurité. Est-ce qu'on peut t'inviter à Caravia? On part à Caravia. Et j'ai passé la journée avec mon ami là, qui dit, demain tu vas me trouver moi multimillionnaire. Alors cette nuit là, c'était vers 22 h, les Chinois m'amènent à Caravia. On tient la réunion là-bas, les Chinois me disent, écoute, la Jérémie t'a demandé combien? Je donne les montants. Le Chinois me dit, non, non, moi je te donne plus que ça. Comme ça, tu peux donner à la Jérémie. Si tu dois donner, les restes, c'est pour toi. Je dis, tu vas donner combien? Il me donne un chiffre là que je ne peux pas citer ici. Mais en attendant, sans oublier que Jérémie avait déjà demandé 1 300 000. C'est comme ça que la vie a commencé. Ok. Et, la vie a commencé. Je vois. Il a fait ce qu'il a fait. Je vois. Alors, on va revenir à l'ASBEL, Marie des Veuves. Le 8 mars, vous serez au camp Kokolo, c'est ça? Oui. Ouais, pour une énorme journée d'action. Ouais. Comment ça va se passer? Ben, nous avons suivi l'appel du gouvernement pour l'effort de guerre. Nous, en tant que Marie des Veuves, on s'est dit non, on ne peut pas aller toujours dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est bien. Mais nous, en tant que Marie des Veuves, on doit s'occuper des veuves militaires. Parce que les veuves militaires, c'est leurs maris qui sont morts au front, là, pour les drapeaux du Congo. Alors, moi, je vais visiter les veuves. Ça, c'est passé le 8 mars. On va célébrer, pas même célébrer, on va pleurer avec les veuves. On va partager les peu qu'on va amener là-bas. Et après, on va prendre 200 veuves qu'on va former. Il y a déjà des formateurs qui sont à Kinshasa, qui vont former 200 veuves. Parce que dans notre ONG Marie des Veuves, on a l'autonomisation de la femme et la formation de la femme, l'entrepreneur. Donc, on prend la femme à entreprendre elle-même. Alors, on va former la femme dans les domaines qu'elle maîtrise. Et après, il y a des femmes maraîchères aussi. Elles ont souvent leur capital là, de 10 000 francs, 20 000 francs, 100 000 francs. Nous, on va prendre sur ces 100 000 francs, on lui apprend la gestion financière. Et sur ces 100 000 francs, on lui augmente un 200 000, un 300 000. Comme ça, elle se crée un peu de paix. Yeah, ça, on va faire. C'est votre contribution à l'effort de guerre? C'est ma contribution à l'effort de guerre. Okay. Vous êtes pour l'effort de guerre? Bon, je ne suis pas pour l'effort de guerre, donner les fonds. Parce que déjà, avant que... L'armée n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens
qui condamne beaucoup notre chef de l'État. Il les condamne, mais il les condamne aussi sans avoir raison. Le chef d'État, il écoute ce que vous lui dites, il dispose pour les autres. Est-ce que ça arrive à la destination? Moi, je vais donner à la personne concernée. C'est pourquoi j'attaque la veuve, je la vois, je donne. Le capital que je vais donner à la veuve à Kinshasa, je vais la donner comme ça. La population va voir qu'il a donné. Mais l'effort de guerre, on nous montre quand on donne. Je ne condamne personne, mais je ne suis pas pour. Ok. L'effort de guerre, c'est aussi, entre autres, les restrictions budgétaires. Mais ça va où? Ben, On paye les armes. ça s'appelle effort de guerre. Ouais, qu'on nous dise un peu, l'effort de guerre, on fait quoi avec? On paye les armes. On peut des véhicules envoyer à l'Est. Non. Au lieu de payer l'arme, le motif, c'est lui qui doit porter l'arme. On me paye l'arme, je n'ai pas mangé. On me paye l'arme, ma fille est malade à l'hôpital. On me paye l'arme, ma femme est chassée de la maison. On me paye l'arme, je fais quoi? Non, l'effort de guerre, c'est penser à ta femme que tu as laissée à la maison pour motiver l'homme qui est au front. C'est ça que j'appelle l'effort de guerre. Voilà pourquoi moi j'ai vu la femme veuve militaire. On a évoqué tout récemment la perspective de revoir à la hausse les soldes. C'est louable. J'encourage ça. Mais le chef, quand il dit faisons ça, ce n'est pas lui qui va prendre à la main et donner. Il donne l'ordre. Pourquoi les gens qui entourent le chef ne peuvent pas matérialiser la vision du chef? Et puis on va condamner le chef, c'est pas normal. Le chef est le chef de l'État, ce n'est pas un ministre des Finances. Lui, il l'a dit. Mais faites. Comment vous allez motiver ceux qui sont au front? Il a dit ça fait combien de temps? Pourquoi ils n'ont pas fait? Il a déjà dit, ça fait un ministre même. Mais le chef de l'État a dit, au même moment qu'il a dit, le matin, on a besoin de voir. Lui dit ça avec un bon cœur, il veut voir son pays stable. Mais quand il dit, les ministres font quoi? Même au début de son premier mandat, il avait été question de 400 $ aux militaires. Maman, le chef de l'État, c'est comme moi à la maison. Je suis le chef de l'État, ma femme est première ministre. Avant de quitter mon lit, j'ai dit à ma femme, je veux manger les sombés. Je pars. Mais moi, je ne pars pas au marché. C'est madame qui reste débrouillée pour que je mange les sombés. Pourquoi les gouvernements veulent tout mettre sous le chef? Et pourtant, le chef a déjà dit. Quand le chef a dit, nous, on fait. Et quand il nous pose la question, chef, tu avais dit, on a fait. Mais les Congolais attendent que le chef dise et que le chef fasse. C'est différent. C'est fort. Alors, une autre question avant d'entrer dans les motivations de cette guerre qui dure depuis 30 ans. On peut dire que vous êtes un Tshisekidiste, un pro-Tshisekedi, un pro-Kabila ou un pro-Katumbi? Je suis un pro-congolais. Mais j'aime ce que le chef d'État est en train de faire. En tout cas, je suis un pro-congolais. J'aime mes frères congolais. J'aime qu'ils se mettent ensemble. Je veux bien qu'ils se mettent ensemble, qu'ils voient la situation du Congo. Qu'ils mettent leurs intérêts de côté d'abord, qu'ils voient l'intérêt du Congo. Si on peut parler sans rigoler. Katumbi est multimillionnaire, non? Kabila est multimillionnaire, non? Est-ce que moi je suis multimillionnaire? Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez millionnaire. D'accord. Tu es millionnaire? Peut-être en francs congolais. Je crois que je dois avoir 1 million de francs congolais dans mon sac. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si aujourd'hui tout doit s'arrêter, Kabila ne peut jamais souffrir dans la vie. Moïse ne peut jamais souffrir dans la vie. Mon chef d'État ne peut jamais souffrir dans la vie. Ils ne peuvent jamais dormir affamés. Mais nos caméramens ici, ils vont dormir affamés demain. Pourquoi ne pas penser aux autres? Vous avez déjà eu la base de la vie. Pensez aux autres. Vous pensez seulement être chef de l'État? Non, ce n'est pas ça la course. L'amour de sa patrie, l'amour de son pays, de sa province, ce n'est pas la course à la présidence, non. Il y a un autre combat, non, madame? En conclusion, vous attendez quoi de ces 3 leaders, Tshisekedi, Kabila, Katumbi? Que devait-il faire pour que le Congo reste un et pour que la paix perdure? Ils peuvent mettre leurs intérêts personnels de côté et se mettre ensemble en tant que leaders. Parce qu'ils savent que les Congolais les écoutent. Ils peuvent se mettre ensemble et dire pourquoi ça se passe comme ça là-bas. Qu'est-ce que moi j'ai été fait? Ils s'arrangent entre eux et puis ils nous délivrent, nous. Voilà. Ils nous délivrent, nous. Parce que là, si moi je suis un pro-Tshisekidiste, il y a un pro-Moïse, il y a un pro-Kabila. Chacun son opinion. Qui va s'entendre par rapport à qui? Non, personne. Il dit que tout le monde tire sur les draps de son côté. Et ça ne va pas. Mais si eux-mêmes, leaders, se décident, mettons-nous ensemble, mon cher, parlons d'abord pour l'Est. On trouve la solution. Mais quand nous tous, on veut diriger, on veut diriger.
Le chef de l'État a lancé, au lendemain de la chute de Goma, il a lancé un appel à la cohésion nationale et tout récemment, il a évoqué l'idée de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Vous serez prêt à aller échanger avec son conseil spécial qu'il a chargé de mener les consultations à ce sujet? Oui, si je suis convoqué, si je suis invité, je veux aller. Ces histoires-là, c'est pas bien d'aller toquer que je suis là moi aussi. Non, 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 non. C'est quand... Le mal avec la politique congolaise, c'est quoi? Aujourd'hui, la politique congolaise ramasse tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, je m'excuse, tu n'as pas maison, tu n'as pas moyen de voyager business class, tu n'as pas moyen d'amener tes enfants à l'école belge, tu veux être ministre. Et quand on te nomme, tu veux loger d'abord comme baraka. C'est ça le problème. Et c'est ça que les gens viennent toquer. Je viens, je viens, je viens. Moi, je ne pars pas toquer. Je ne dis pas que je suis full, je ne suis pas full, je me bats. Mais j'ai ma base, je ne vais pas toquer. Si elle trouve que non, non, on peut l'inviter, je vais aller. En clair, il faut un minimum de confort pour prétendre. Oui, maman, les Congos n'évoluent pas aussi. Pourquoi? Parce que quand tu regardes l'histoire de nos ministres, la plupart de nos ministres, quand tu regardes l'histoire, ils étaient locataires hier, on les nomme comme ça, c'est Gombe qui est payé partout. Ah, ils étaient locataires hier. Mais si on peut commencer à calculer aussi ça. Il y a un ministre qui veut rouler Prado quand il est déjà ministre. Mais avant, tu as roulé quoi? Donc la politique est devenue comme un refuge pour ceux qui ont échoué la vie là, dans d'autres choses. C'est qu'on est maintenant politicien, qu'on parle français à la télé, on parle trop. Mais comment on n'avait pas pu parler français tout en n'étant pas ministre? C'est pas possible. Quel modèle on donne à nos jeunes? Il faut être politicien. Aujourd'hui, il y a des années derrière, maman. Il y a des années passées, on ne parlait pas politique, pas tout le monde. Mais aujourd'hui, même les gens qui vendent des sachets en route, ils parlent politique. Pourquoi? Parce que nous voyons des gens être riches seulement politique. Nous voyons des gens construire des villes seulement politique. Et ça, c'est pas bon pour notre pays. Ils doivent réussir d'abord dans quelque chose de personnel pour nous aspirer confiance. Soyez ministre dans tel domaine. Parce que vous avez montré les preuves. Absolument. Mais non, non, non. Comme vous le dites, la première chose que certains font quand ils deviennent ministres ou députés, c'est expatrier femmes et enfants à l'étranger, c'est s'acheter des grosses voitures, des villas huppées. Vous m'avez posé la question tantôt ici, pourquoi je marchais avec la canne. Je vous ai dit que j'ai une goutte. J'ai donné la raison que c'est la viande que je ne mangeais pas, mon enfance que je mange maintenant. C'est la même chose avec la politique. C'est que tu n'as pas vécu hier. On te donne une opportunité aujourd'hui, tu veux tout finir. C'est ça le problème. Parce qu'en politique, là, c'est les champs, hein, c'est les champs. On récolte ce qu'on n'a pas semé en politique. Ce gouvernement d'union nationale, est-ce qu'il sera comme une sorte de solution miracle, de panacée au conflit armé, à la crise actuelle? L'union nationale va être un ouf de soulagement, pas une solution. Ça va nous soulager un peu. En fait, le chef de l'État, ce n'est pas quelqu'un qui aime les sangs. Et lui, au départ, il ne voulait pas négocier. Mais s'il va arriver à négocier, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'est pas habitué au sang. Et ça, j'assume, madame. L'union nationale, c'est l'ouf de soulagement, pas la solution. Pourquoi? Dans la même union nationale, là, c'est lui qui ne va pas être content. Il va faire aussi sa petite rébellion encore là-bas. Ça va être la continuité. Comment arrêter la guerre? Ce n'est pas l'union nationale. Là, c'est le partage de pouvoir de gens qui ont faim, qui sont habitués à bouffer pouvoir. Les gens qui sont habitués à pouvoir. Frais d'émission, frais de ça, tout est gratuit. Quand tu es nommé ministre, c'est la gratuité. Ils sont là. Vous voyez comment ils se promènent, non? Les cortèges. Ouais, c'est bien, c'est ce qu'ils aiment. Mais est-ce que tu as grandi avec ça? Tu es venu avec ça? Et c'est ça qui est difficile pour eux de quitter ce monde-là, des gratuités. Et maintenant, quand ils sont dans leur gratuité là, et qu'il faut commencer à les faire partir, qu'est-ce qu'ils choisissent? Aller faire la guerre, aller être rebelles. Donc l'Union nationale va être un ouf de soulagement, mais pas la solution pour la guerre de l'Est. Vous y voyez qui comme ministre venant de l'opposition l'opposition pas armée, parce que le président de la République a dit qu'il ne négocie pas avec le M23 AFC. En tout cas, je ne peux pas le dire avant le chef de l'État lui-même, mais je trouve que Dieu va nous aider à faire de bons choix. Qui a le profil pour que justement ce gouvernement d'union nationale, comme vous le dites, soit perçu comme un ouf de soulagement? Moi, je vois seulement... Bon, je ne peux pas parler profil. Nous attendons, on va voir. La consultation d'abord commence, qu'on voit les têtes, qu'on se voit passer, et puis on va avoir une profil. Alors, cette guerre dure depuis plus de 30 ans. Pour vous, quelles sont les véritables motivations, avant qu'on fasse allusion
aux pistes de solutions qui pourraient en finir définitivement? Nous avons ce que nos voisins n'ont pas. C'est-à-dire? Le Congo a ce que nos voisins n'ont pas. Et le Congo, au sein de lui-même, là, a des assoiffés de pouvoir et des assoiffés d'argent qui veulent donner à ce que les voisins n'ont pas, mais pas par une mauvaise voie. Oui, qu'est-ce que vous faites allusion à quoi? Les minerais et la démographie aussi, l'espace. Ben, surtout les minerais. Le minerai qu'on a au Congo, ça attire tout le monde. Mais pourquoi ces gens-là n'entrent pas par la bonne porte pour demander nos numéros? Une négociation, négocier un contrat avec le Congo. C'est comme ça que moi, dans le mine ici, moi je n'ai pas une usine de mine. Quand je paye mon produit, si j'ai besoin d'avoir le cathode, j'amène chez un Chinois qui a son usine de raffinerie, il me fait sortir les cathodes et je peux vendre. Mais je me dis, pourquoi ne pas penser à ça avec nos voisins qui envient notre produit pour arrêter la guerre? Ils envient notre produit. Mais stratégiquement, faisons travailler. En fait, le problème avec les Congolais, c'est qu'on nomme les gens qui ne sont pas du domaine. Comment je peux l'expliquer? Les gens n'apprennent pas avant le pouvoir. Les gens veulent tout apprendre en étant au pouvoir. C'est ça le problème avec le Congo. Si on s'entend avec Ouganda, Rwanda, qui envie nos histoires, les pays qui nous entourent là, on dit ok d'accord. Comme nous d'abord on a un petit problème de courant, on n'a pas un courant stable. Et parfois pour faire tourner des usines là, c'est un peu compliqué. Ok, chers amis, on fait une raffinerie chez vous. Nous prenons notre produit congolais, on va entrer chez vous, on met dans vos raffineries, nous vendons, vous avez un pourcentage et nous gagnons notre argent. On va faire la paix avec tout le monde. Tout le monde va gagner. Le Congo a 9 voisins. Mais on a des relations difficiles qu'avec le Rwanda, beaucoup moins l'Ouganda, mais avec plus le Rwanda. Pourtant, nous avons 9 voisins. Mais c'est derrière mieux, c'est derrière bien. Si ces 9 voisins-là étaient nos ennemis, ça allait paraître très bien. Pas déjà avec Rwanda, là, on est mal à l'aise, on doit se le dire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez les plus têtus là. Mettons seulement une raffinerie ou deux chez lui là-bas. Au lieu qu'il vole. Maman, je vous ai expliqué. Quand ta femme de ménage vole, c'est parce que tu caches. N'est-ce pas? C'est parce que tu caches. Mets ça sur la table. Et il sait qu'il a mis comme ça, je ne vais pas voler. Ah mais non, la raffinerie au Rwanda, mettons, on commence à raffiner nos produits là-bas, et puis les bénéfices, on partage. On ne va pas avoir de problème. Ils gagnent, nous gagnons. Et nous, ça sera une stratégie qui va être bénéfique pour nous. On n'a pas un bon courant. Parmi les prétextes de cette guerre, il y a ce qu'ils appellent les discriminations contre la communauté Tutsi que le Rwanda cherche à protéger. C'est pour ça que, selon eux, le M23 ou l'AFC a été mis en place. Maman, comment est-ce que le Rwanda va chercher? Comment est-ce que le Rwanda va chercher à protéger quelqu'un chez nous? Il peut le protéger chez eux. Le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est que les sous-sols qu'on a, qui a un vrai problème. Parce que le Rwanda, lui, il a ses partenaires à l'extérieur qui payent notre produit depuis très très longtemps. Ça sont des prétextes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est toucher les vrais problèmes, au lieu de tourner autour du pot. C'est notre produit, c'est notre minerai que le Rwanda veut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas perdre, c'est beaucoup. Là, on parle de l'Est. Kolosi, il y a beaucoup de minerais. Les deux Kassai, il y a beaucoup de minerais. Mais moi, je ne comprends pas. C'est vrai, nous voulons l'intégrité de notre territoire, c'est très bien. Mais en attendant, nous pouvons développer ce qui nous appartient déjà. Nous avons Mbujimaï, nous avons Kananga. Si nous nous concentrons simplement pour l'Est, mais les Katanga, c'est trop grand, développons les Katanga. On a les métros ici, on n'a pas. Pourquoi on ne concentre pas? Bon, quand la guerre va finir là-bas, qui va mettre le métro après? Ton enfant aura quel âge? J'aurai quel âge pour monter le métro dans mon pays? Pourquoi les conseillers du chef de l'État ne veulent pas lui dire, oui, c'est vrai, cette équipe se concentre pour l'Est, mais nous concentrons-nous sur le développement de notre pays? Il ne faut pas que la guerre amène une distraction quand même aussi. Il ne faut pas que le minerai de l'Est amène quand même une distraction, c'est pas bon. Vous y croyez à la fin imminente de cette guerre? Ouais, je crois. Avec les efforts que les chefs sont en train de fournir, je le crois. Mais je plaide simplement aux conseillers et à l'entourage du chef. Les chefs ont la volonté de bien faire les choses. Mais la plupart des gens qui sont là-bas, ils ne sont pas dans leur domaine. Ah non, ils ne sont pas dans leur domaine.
Si vous en parlez, ça veut dire que vous avez des gens en tête, vous avez des C'est gens... parce que j'ai parfois pitié de ces chefs-là. J'ai parfois pitié de mon chef de l'État. Les gens ne sont pas de leur Un domaine. exemple? Non, ben, c'est comme moi, je ne suis pas dans mon domaine. Je maîtrise ce que je fais, mais je ne suis pas nommé. Je ne suis pas dans mon domaine. Ouais. Alors, parlant de cette guerre et de la sensibilisation pour une cohésion et pour l'unité entre Congolais, quand le chef de l'État réunit sa famille politique, il a avoué être déçu de l'union sacrée. Il a dit ceci, je cite, « Notre quasi-silence, parce qu'il y a des braves, je ne veux pas tous les citer, le VPM Bemba, Liaou, le ministre d'État Guy Luando, j'ai vu des gens monter au créneau sans avoir reçu une instruction. Ils ont pris l'initiative pour dire à notre peuple, levez-vous. Dire à notre jeunesse, c'est le moment de vous enrôler dans l'armée, parce que c'est le moment de défendre notre patrie et je n'en ai pas vu beaucoup. Je suis désolé. » Fin de citation. En fait. Chaque fois quand il y a un projet, il y a toujours un budget qui accompagne les projets. Il y a toujours un budget qui accompagne les projets. Les chefs, c'est ce que j'étais en train de dire, les chefs vont dire on va faire ça. Quand ils disent ça, les gens qui ont deux doigts là, ils voient les budgets. Quand les budgets dans leurs mains, réaliser la promesse que le chef d'État a donnée. Et puis ça n'arrive pas. Quand vous voulez que les gens s'enrôlent, quelle est la motivation? Qu'est-ce que c'est qui se sont enrôlés, on donne comme témoignage de d'où ils sont? La motivation, c'est quoi? Vous m'avez enrôlé moi aujourd'hui, je suis parti. Mais quand je parle avec mon ami qui est resté, j'explique ce qui se passe là-bas, vous venez l'enrôler, il va s'enrôler. Selon vous, c'est pour ça que la plupart des leaders sont restés silencieux, ils ne parlent pas, hormis Bemba, Lia ou Guy Luando. Et tout récemment, le président du Sénat, Sama Lukonde, qui est en croisade dans le Grand Katanga pour sensibiliser justement sur l'unité et l'enrôlement des jeunes dans l'armée. Madame, Dieu doit aider les chefs à se faire entrer avec des hommes vrais, qui ne les flattent pas, mais qui l'aiment sincèrement, qui les soutiennent sincèrement. La plupart des gens qui entourent les chefs, c'est comme s'ils ont des positions. L'autre position, ils cachent à l'intérieur. L'autre, il montre au chef. Quand le chef parle, oui, 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 oui. Mais quand le chef bouge, tout le monde cache. Ils se cachent. Ils se disent, quand je vais faire ce discours-là, allez vous enrôler les gens, allez faire ça, allez faire ça. Il y a même des gens moi j'ai écouté, des gens qui ont eu peur de sortir leur discours officiellement. Moi, je m'excuse, je suis le premier Katangais qui est allé parler à Kinshasa par rapport à l'Est et soutenir le veuf militaire. Mais qui avait parlé avant? Pourquoi parler en retard? Pourquoi parler après? Vous êtes à côté du chef, surtout nous les Katangais. Qu'est-ce que le chef n'a pas fait pour nous? Disons-nous de vérité. Si dans ce gouvernement ici, dans ce mandat Tshisekedi, les gens qui ont été bien servis encore, c'est nous les Katangais. Mais quand Tshisekedi a un problème, qui doivent sortir avant? Les Katangais. Mais pourquoi les Katangais sortent après? Moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Moi je me dis en tout cas, on doit être reconnaissant envers ce chef de l'État. Moi, je n'ai jamais servi par le chef de l'État. Jamais. Mais je regarde, quand le chef sert mon frère Katangé, c'est moi qui l'ai servi. Mais quand il a un problème, directement, moi, je n'ai pas encadré les veuves militaires. Parce que les militaires, on ne peut pas se le cacher, les militaires sont morts à l'Est. Mais qui les soutient? Moi, je ne vais pas faire ça parce que j'ai vu ce que le chef a fait pour mon voisin Katangé. Mes chers voisins, toi-même, à qui le chef a fait? Toi, tu attendais quoi pour parler? Alors, parlons de communauté justement. Il y a eu ce communiqué très controversé des évêques catholiques qui dénonçaient ce qu'ils appellent la chasse aux Swahiliphones à Kinshasa. Vous y avez réagi comment? Bon, il y a certaines paroles qui ne doivent pas sortir de nos évêques. Moi, je les rappelle pas ceux qui sont déjà. Ce sont des modèles pour nous. On a l'habitude de les appeler l'église au milieu du village. Mais maintenant, je me pose la question si l'église a des pneus maintenant. L'église ne doit pas avoir des pneus. L'église est en train de dérouler jusqu'à être à côté du village. Non, ça doit rester au milieu du village. L'église ne doit pas être vraiment politisée comme aujourd'hui. C'est pas bon. Moi, mes prêtres, ce sont des prêtres que je respecte beaucoup, je respecterai toujours. Mais moi, je préfère qu'ils restent vraiment au milieu du village. Les discours comme ça, c'est pas bien. Il peut tenir un discours comme ça avec d'intentions différentes de celui qui va les recevoir.
Mais c'est lui qui va les recevoir là. Tu mets les tribalismes dedans, tu mets les histoires dedans, et ça commence à créer des histoires dans les cœurs des gens, et puis ça va sortir après. Mais ce n'est pas bien pour l'Église. Donc après, ce sont eux qui nous montrent la voie du Christ. Ils doivent vraiment montrer la vraie voie du Christ. Alors, nous sommes à Lubumbashi, je l'ai dit au début de cette émission. Lubumbashi, chef-lieu, capitale de la province du Haut-Katanga. En 2-3 mots, comment faites-vous l'état des lieux général de la province? Ok. À Lubumbashi, ouais, je vois trop d'avancées dans le domaine des infras, je vois. Le gouverneur Jacques Aboula, je vois qu'il est en train de se battre pour arranger sa province. Voilà. Je l'ai toujours dit, moi quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ouais. Et moi, j'ai des tribus compliquées. Je suis un Moussoaïli d'une maman kassaïenne, alors moi quand ça ne va pas, je n'ai pas l'eau dans la bouche. Moi je ne critique pas. Je passe à la télé, je disais ça ne va pas, il ne fait rien. Mais là, quand je rentre, je vois que le gouverneur a fait, il a fait. Il a fait. Je vois les efforts qu'il est en train de fournir, des avenues qu'on asphalte de partout. La stabilité, certaines choses qui n'existaient pas avant. En tout cas, je le félicite, il a fait. Il fait son boulot. Il nous reste 3 minutes, si je ne me trompe pas, une conclusion. Alors, à l'intention de ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes aujourd'hui avec Christian Baraka Mugeni, c'est le président de l'ASBEL Marie des Veuves, porteur du projet. Il y a porteur du projet sur les visuels. Ouais. Ah ben, je ne sais pas qui a mis ça. Peut-être c'est lui qui a mis ça. Je pose la question à vos équipes. De façon pérenne, qu'est-ce que vous faites pour ces veuves-là? Marie des Veuves, depuis 15 ans, c'est ça? Oui. Vous faites quoi pour les veuves? Moi, Marie de Veuve, au fait, c'est comme je vous ai dit, je me bats beaucoup pour l'autonomisation de la femme veuve. Pourquoi? Et en passant, je vais donner un conseil à mes frères mariés, de ne pas enfermer les femmes à la maison. Ma maman était comme ça. Mon papa allait travailler, ramener tout. Mais quand mon papa est décédé, j'ai vu comment c'est important de laisser la femme faire quelque chose. Maman vendait maintenant au coin de la rue. Les gars civils venaient manquer du respect à maman. Non. C'est comme ça que moi j'ai dit, moi je vais me focaliser dans l'autonomisation de la femme. Ça signifie, je forme la femme à être indépendante elle-même et je donne le moyen qu'elle soit indépendante. Moi, les gens attendent assez que Marie de Veuve puisse dire, j'ai construit orphelinat. Non, 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 toutes ces histoires-là, on connaît. Mais après, moi je veux que la femme construise sa maison elle-même. Parce que quand je rends cette femme autonome et c'est amener l'orphelin à l'école, on a moins de koulouna, on a moins de chégués, on a moins de problèmes. Mais quand vous faites des orphelinats, après. Merci beaucoup, Christian Baraka Mugeni, d'être passé dans ce débriefing qui se termine ici. Président de l'ASBEL Marie des Veuves, homme d'affaires connu dans le Grand Katanga, il est dans l'immobilier, dans les mines. Ce débriefing qui sera rediffusé vendredi à 14 h sur Canal+ et sur TNT, c'est mercredi à 20 h 30 et toujours mercredi sur Canal+ à 21 h 10 et en streaming sur tous les réseaux sociaux, B1, Facebook, TikTok, YouTube et bientôt Twitter, m'a-t-on dit. À la semaine prochaine pour un autre débriefing. Au lieu de dire cheese ou le petit oiseau, nous on a les couleurs locales, oui, ensemble. Ok, Bendele et Kouyaté.